5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous sommes en janvier 1982. François Mitterrand est au pouvoir depuis moins d'un an. Les Français s'apprêtent à profiter de leur 5e semaine de congés payés. Les 39 heures sont proches et la peine de mort vient d'être abolie. Côté médias, la création des radios libres est en cours. Canal+ et M6 n'existent pas. TF1 n'est pas encore privatisé. Mais le petit monde de la télévision est en ébullition. Sur TF1, le samedi soir, Michel Polak intéresse, agace ou scandalise avec son droit de réponse. Et son audience est au plus bas. Sur Antenne 2, une toute nouvelle émission de variété débarque en direct le samedi soir à l'espace Cardin, à 2 pas de la plus belle avenue du monde. C'était il y a tout juste 40 ans. Après Star, au pavillon Baltard en 1980 et 1981, sur TF1, Michel Drucker est aux commandes de Champs-Élysées, l'émission qu'il coproduit avec sa complice Françoise Coquet pour Antenne 2. Nous voilà en 2022 et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Michel Drucker qui va célébrer ce 21 décembre sur France 3 l'anniversaire des 40 ans du programme culte des années 80. Bonjour Michel. Bonjour, chère Marie-Hélène. Merci d'avoir accepté cet entretien en 2 parties qui va nous faire remonter l'échelle du temps. Avant d'évoquer les souvenirs des artistes que vous avez reçus tout au long de ces années, j'aimerais que vous nous rappeliez un peu brièvement comment est né le concept de Champs-Élysées et, selon vous, la recette de son succès. Alors, je vais essayer d'être très précis avec ma mémoire, car c'était il y a 40 ans. Alors d'abord, on ne peut pas parler de Champs-Élysées sans parler de Pierre Desgroupes. Pierre Desgroupes, qui était le patron de France 2, figure emblématique de la télévision des années 60-70, un intellectuel, grand producteur, grand journaliste, et à l'origine de 5 colonnes à la une, Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet, Igor Barrère, Pierre Lazareff. Et donc, c'était un personnage extrêmement important, qui était mon patron, et qui voulait lancer une émission de divertissement, donc il y a 40 ans, et qui m'a dit, Drucker, je ne connais rien au divertissement. Lui, il faisait lecture pour tous. Entre autres, je n'y connais rien. Faites-moi une émission de divertissement populaire mais digne le samedi soir. Alors moi, j'avais déjà fait des émissions de talk-show, qui étaient à l'époque les rendez-vous du dimanche. J'avais présenté des émissions avec Michel Arnaud dans une autre vie. Je connaissais le divertissement, mais jamais on m'avait confié un bateau pareil, surtout le samedi soir. Alors la première chose à laquelle j'ai pensé, il me dit trouvez-moi un titre populaire, et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit tiens, les Champs-Élysées. Et à ma grande surprise, personne n'avait imaginé qu'on puisse appeler une émission de divertissement Champs-Élysées. Champs-Élysées, pour moi, c'était le samedi soir. Dans toutes les villes de France et du monde, il y a les Champs-Élysées, leurs Champs-Élysées, et les Champs-Élysées, c'est l'avenue la plus célèbre de la planète. J'ai dit on va appeler ça Champs-Élysées. Il m'a dit c'est un bon titre, effectivement, personne n'avait imaginé appeler une émission de télévision Champs-Élysées, et je me suis lancé à la recherche d'une salle le plus proche possible de Champs-Élysées. Et ça a commencé par Pierre Cardin. Pourquoi? Et je ne savais pas encore qu'à 100 mètres d'espace Cardin, il y avait dans les sous-sols un endroit déjà avec un peu de la vidéo, des captains vidéo avec une régie intégrée, une espèce de salon de thé où il y avait déjà un peu de vidéo, mais c'était il y a très longtemps. Et donc, comme le lieu n'était pas encore fait pour la télévision, c'est Pierre Cardin, le grand Pierre Cardin, qui nous a dit, ben d'accord, je vous passe l'espace Cardin, ce théâtre juste à côté. On en a fait un studio de télévision, et ça a commencé comme ça. Mais c'est vrai que jamais j'aurais imaginé que 40 ans après, on évoquerait une décennie assez mythique, parce que les années Champs-Élysées, c'est les années Mitterrand. C'est une décennie très importante, les années 80, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on s'est lancé là-dedans, ça a commencé à l'espace Cardin, et puis très vite on s'est dit, bon, Champs-Élysées, il y a des voitures, il y a des paillettes, il y a l'Arc de Triomphe. On a commencé à imaginer le générique avec Françoise Boulin qui a fait un 360 autour de l'Arc de Triomphe, et puis cette avenue qui était magnifique, qui était déjà un générique en soi, et on s'est lancé dans cette aventure qui a duré un peu plus de 8 ans, avec une interruption de quelques mois.
Donc la recette, ça pourrait être un lieu parisien mythique, des stars, un générique Alors, et beaucoup de travail. d'abord, c'est bien de parler du générique. D'abord, Champs-Élysées, pour 2 générations de Français, y compris maintenant aujourd'hui, même les jeunes savent que Champs-Élysées, c'était ce générique mythique écrit par Jean-Claude Petit et Jean-Pierre Bourter, qui étaient 2 musiciens épatants. Jean-Claude Petit, grand arrangeur, qui avait travaillé sur toutes les chansons de Claude François, de Johnny, de Sylvie Vartan, de tout le monde. Et puis Jean-Pierre Bourter, qui était un grand auteur et qui avait aussi écrit beaucoup de tubes. Et voilà, on a imaginé un générique, et ils sont mis au piano chez moi, je m'en souviens très bien. Ils ont commencé à faire tin, 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 et c'est venu très vite. Et d'abord, Champs-Élysées, c'est d'abord un générique. À l'époque, il y a 40 ans, on pouvait faire des génériques très longs. Maintenant, les génériques, c'est 40 secondes, 30 secondes, le temps de faire défiler les noms de ceux qui travaillent sur l'émission, mais on n'a même pas le temps de les lire. Et là, on a fait un générique qui était très long, qui était de plus en plus long, car évidemment, ce générique musicalement mythique s'est accompagné visuellement de l'arrivée des limousines. C'était le Festival de Cannes, c'était la montée des marches pratiquement tous les samedis. Donc il y a eu générique meeting, les limousines, le tapis rouge, les smokings, les robes longues, et c'était parti. Mais au départ, Champs-Élysées, pour beaucoup de Français, c'est un générique. J'aimerais ajouter, je me demandais quand même s'il n'y avait pas un aspect plus personnel et décisif, à savoir le regard que vous portiez sur la société de l'époque. J'ai retrouvé un article de mars 1982, où vous déclariez à Télérama: j'imagine d'instinct les gens qui ont bossé toute la semaine, le week-end on s'habille, on veut de la gaieté, on veut regarder une émission de détente, et vous vouliez montrer aux gens ce qu'ils aiment ou pourraient aimer, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais Oui. déjà à l'époque. Est-ce que C'est ça fait pas partie aussi du succès? C'est vrai, parce que le samedi soir, c'est encore un vrai battement, même si la jeunesse a d'autres pôles d'attraction. À l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas toutes les plateformes. Et les gens maintenant regardent la télévision différemment. Mais c'est vrai que le samedi soir, c'était quelque chose d'important. Et Pierre Desgroupes, quand il m'a confié ça, sous-entendu, c'était effectivement une émission élégante. Parce que le samedi soir, on s'habille. Comme en France, on s'habille le week-end. Même le déjeuner du dimanche, maintenant, on s'habille, hein, toujours dans la France profonde. Et puis, surtout, moi, je suis pas parisien. Je suis un homme de la France profonde. Donc, je savais, j'ai grandi dans le bocage normand, avec un papa qui était donc médecin de campagne. Donc, j'ai vu les Français de près, de la France profonde, comme l'on dit, pendant toute mon enfance dans le bocage normand. Et quand je suis monté à Paris, quand j'ai eu 20 ans, eh bien, j'avais encore le souvenir des samedis soirs et des week-ends à la campagne où on enlevait son bleu de travail, sauf les paysans qui continuaient à travailler dans la ferme jour et nuit. Mais sinon, le samedi soir, c'était déjà la fête. Dès le vendredi soir, le samedi, on faisait des cours dans le supermarché déjà à l'époque. Et puis, euh, et puis le samedi soir, ben, c'était la fête jusqu'au dimanche soir. Donc, quand j'ai fait Champs-Élysées, j'ai pensé à ça. Et c'était une continuité pour moi, puisque toute ma carrière, ceux qui la connaissent bien, savent que sur 60 ans, presque 60 ans de carrière, eh bien, j'ai fait l'essentiel de ma carrière le week-end. Comme reporter sportif d'abord, car le sport, c'était le week-end. Je faisais l'émission des sports, je faisais l'émission du dimanche après-midi, c'était encore le week-end. J'ai fait le vendredi soir plus tard sur TF1 Star 90, c'est déjà le début du week-end. VSD, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, bien entendu, les dimanches après-midi en 74. Et puis, depuis 23 ans, avec Vivement Dimanche. Donc, il fallait absolument que les gens s'évadent le samedi soir. Et on va aux Champs-Élysées. On va aux Champs-Élysées et on voit des robes longues et on voit des artistes qui sortent des limousines. Et puis le mythe, entre guillemets, Champs-Élysées était né comme ça. Mais c'est vrai que le samedi soir, c'est une émission où on s'habille, une émission de fête. Je voulais qu'il y ait des paillettes et l'émission a beaucoup évolué, montrer ce que les gens, et c'est toujours mon credo, hein, ce que les gens ont aimé dans le passé, ce qu'ils aiment en ce moment, et ce qu'ils pourraient aimer. Donc toute ma carrière s'est jouée là, d'où le mélange des genres qui existait déjà à Champs-Élysées. Le mélange des genres, c'est très frappant quand on voit les 2 docs qui passent pendant les fêtes, c'est que le mélange des genres. C'est vrai qu'il y a le Luron, mais c'est vrai qu'il y a aussi les plus anciens, c'est vrai qu'il y a 3 générations d'acteurs, de chanteurs, de stars hollywoodiennes, où à la fois Cyndi Lauper et Elton John côtoient Sting, Julien Clerc et Johnny, bien sûr, et bien d'autres, jusqu'au jour où on croisera, et on en parle encore aujourd'hui, Gainsbourg et Whitney Houston. On va en reparler tout à l'heure.
En 1982, pour les débuts de Champs-Élysées, vous proposez une spéciale Napoléon mémorable avec Serge Lama à l'Espace Cardin. Et Serge Lama, à l'époque, se lance dans son spectacle au Théâtre Marigny. On a André Casselot qui est présent et des grenadiers de la garde de l'empereur sont également sur le plateau. Est-ce que vous gardez un souvenir particulier de cette émission spéciale? Je sais que vous en avez reparlé avec Serge Lama sur un Vivement Dimanche récent. Est-ce que vous gardez un souvenir particulier de cette émission? Je garde souvent un souvenir particulier de Serge, qui est mon ami, et mon voisin d'ailleurs à Paris. Et Serge, je l'ai connu dans les années 65, avant ce drame. Je l'avais croisé avant cet accident terrible. Et le souvenir que j'ai de Napoléon, c'est que personne n'y croyait. Voilà. Serge a voulu faire ça. Ça le passionnait. Il adorait l'histoire. Napoléon, Bonaparte, tout ça, c'était son truc. Et personne n'y croyait. Personne voulait produire ce spectacle qui a été joué 1000 fois, qui a été un des grands événements dans la vie de Serge Lama et dans la vie des Français. Et c'est vrai que le spécial Napoléon à côté d'ici, ça évoque pour moi Serge et ses tubes, parce que Napoléon, c'était pas du tout les petites femmes de Pigalle, les femmes, ou une île, hein, où je suis malade. C'était un autre Lama. C'était une réussite extraordinaire. Je revois encore Macroni, Christine Delaroche. Et le souvenir que j'ai, moi, c'est que c'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse très importante. C'est que Serge Lama a eu un parcours, et il l'a toujours, douloureux. C'est quelqu'un, Rouleau, il les associe d'ailleurs dans un autre contexte, qui ont failli mourir dans des accidents de voiture très graves. Et Serge Lama a été pendant des mois et des mois à l'hôpital, alors qu'il était l'espoir, le grand auteur de la chanson française dans les 65. Donc Napoléon, pour lui, c'était son triomphe, et c'était surtout le triomphe d'un grand auteur rescapé d'un accident de la route qui a laissé blessé toute sa vie. Il l'est encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il arrête de faire de la scène, tellement c'est douloureux pour lui de rester longtemps debout. Et puis c'est quelqu'un, Serge, même si c'est pas tout à fait le sujet, mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de drames dans sa vie. Le soir de la première de Napoléon, si ma mémoire est bonne, à Marigny, à côté d'ici, puisque maintenant je suis à Gabriel depuis tant d'années, il a appris 2 heures avant d'entrer sur scène la mort de ses parents dans des conditions tragiques. Ils sont morts dans un accident de voiture. On lui a dit, alors qu'il était au maquillage, et il a joué, et il a chanté ce jour-là, alors que quand on perd ses parents, c'est un drame absolu, mais quand on perd ses parents et qu'on doit rentrer sur scène 1 heure après, il faut avoir un mental très fort. Donc le spécial Champs-Élysées, spécial Napoléon, l'Espace Cardin, c'est Serge évidemment. C'est très émouvant parce que l'Espace Cardin est à 200 mètres de Marigny, et c'est un souvenir très fort. Mais Serge est un cas particulier parce que Serge est un ami. Je l'ai suivi par toute sa carrière. On a débuté ensemble, moi en 64, 65, lui aussi, et on s'est toujours suivi. Il est encore là aujourd'hui. Donc quand je pense à Napoléon, je pense à toute sa carrière. Mais c'est vrai que c'était une belle idée, hein, de monter Napoléon. À la même époque, vous accueillez Sophie Marceau, Pierre Cossot pour la Boom 2, ça fait remonter pas mal de souvenirs. Dans la même émission, Hervé Villard. Et puis, parmi vos invités sur une autre émission, vous recevez Sheila, et vous l'avez d'ailleurs reçue il y a peu à Vivement Dimanche. Qu'est-ce qui vous relie à la petite fille de français moyen? Et est-ce que vous avez un souvenir particulier? Oh, j'en ai évidemment des souvenirs quand j'ai connu ses parents. Voilà quelqu'un qui a eu un parcours très très douloureux, la vie difficile. Et Sheila, que des drames. Elle a perdu son fils dans des conditions épouvantables. Ses parents ne sont plus là. Elle a été obligée de vivre avec une rumeur épouvantable où pendant 30 ans, on a dit que c'était un homme. Enfin, il y a pas pire que ça. Elle a chanté dans son dernier album, elle chante une chanson qui s'appelle Le Poison. Et la rumeur, c'est un poison. Et comment elle a survécu à ça, je sais pas. C'est une des filles les plus courageuses que je connaisse. J'ai plein de souvenirs avec elle, évidemment. Les tubes de Sheila sont impressionnants. Tout le monde connaît Sheila. Et Sheila a été, là aussi, comme Mireille Mathieu. Ce sont des gens qui viennent de la France profonde. Mireille Mathieu, c'est le fils d'un marbrier, tailleur de pierre d'Avignon. Son père et son grand-père ont travaillé sur le caveau et sur la tombe de Camus, à Lourmarin. Ce sont des gens qui viennent d'un milieu extrêmement modeste, qui ont une réussite, et le public le sent. C'est pas par hasard si Sheila est populaire, voilà. Et puis elle est devenue populaire. Elle a jamais été oubliée, Sheila. Toutes ses chansons, on les connaît, toutes. Si on va à l'INA, les archives, c'est impressionnant. Elle a été également une des vedettes de la télévision. Elle a été une des vedettes de chez Guy Lux pendant longtemps, Annie. Moi, j'ai fait beaucoup d'interviews d'elle, beaucoup de portraits d'elle, beaucoup d'émissions.
elle fait partie de ces artistes avec qui j'ai débuté. Elle, c'est 63, moi 64, et on s'est toujours suivis, c'est-à-dire on a une complicité avec elle, comme j'en ai avec beaucoup, évidemment. Et c'est vrai que Sheila, elle a marqué son époque. C'est une vraie chanteuse populaire au sens noble du terme. Et parmi les stars internationales à cette période, vous accueillez John Travolta, Oui, et plus tard Barbra Streisand pour son film Yentl, oui, ou Paul Hogan, dont on voit souvent des archives, oui. ou encore Whitney Houston. Quel meilleur souvenir gardez-vous de ces rencontres avec des stars internationales? Alors, J'ai dit meilleurs souvenirs, hein. c'est des souvenirs et c'est des pires aussi. Bon, On alors en parlera évidemment, plus tard. Whitney Houston, c'est Gainsbourg, mais ça reste quand même un bon souvenir, même si 40 ans après, on m'en parle, parce que ce qu'a fait Serge ce jour-là est absolument incroyable. Il dirait aujourd'hui ce qu'il a dit en direct à Whitney Houston, avec Me Too et les féministes, ce serait un scandale colossal, surtout qu'on était en direct. Mais ben, je garde un bon souvenir de Travolta, évidemment, avec la petite Australienne qui était là, la vedette de Grease. Ils étaient venus, alors ça, ils étaient venus plutôt à Baltar quand on faisait ça en 90, mais Olivia Newton-John qui nous a quittés il n'y a pas tellement longtemps. Alors Travolta, c'était, faut savoir ce qu'a été la fièvre du samedi soir. Enfin, on n'imagine pas ce que c'est. C'était aussi fort que Tom Cruise dans sa catégorie. Travolta, il a conquis le monde. Et puis moi, j'ai sympathisé beaucoup avec lui parce que ce que peu de gens savent, c'est qu'il a d'autres cordes à son arc. Il est pilote de ligne. Il pilote lui-même son jet. C'était l'un des premiers acteurs qui est devenu commandant de bord avec, croyez-moi, devenu commandant de bord en étant Travolta. Il fallait être fort, mais c'est également le cas de Tom Cruise, qui est un très bon pilote. Alors, John Travolta, je l'ai vu souvent, évidemment. C'est un souvenir inoubliable parce que quand on pense à Travolta, on pense aux Bee Gees, on pense à Saturday Night Fever. Et c'est vrai que le couple de Grease, Olivia Newton-John Travolta, c'est un couple qui a fait rêver le monde entier. En janvier 83, vous arrivez au Studio Gabriel, que vous n'avez plus quitté depuis, et vous expliquez à Ciné Revue, à l'époque, cette salle va me faire évoluer, le climat va être très différent, beaucoup plus chaleureux. Quelles ont été vos premières impressions lorsque vous avez abordé le Studio Gabriel? Puisqu'on parle de ciné-revue, je salue les lecteurs de ce journal. Je crois que c'est Bernard Alès qui avait dû faire l'interview parce que c'est un fidèle. Alors, quand on est arrivé à Studio Gabriel, on a été fasciné par ce lieu qui aurait dû être un lido. Un des grands manias de l'époque était patron du groupe Potel et Chabot, qui est le locataire essentiel, car c'est la ville de Paris qui possède les lieux. Eh bien, ce monsieur, qui était monsieur Maurice Bataille, rêvait de faire un lido. Et puis la direction du lido de l'époque l'ont pas entendu de cette oreille, ce qui fait que ça n'a pas pu se faire, mais toutes les installations existaient. Tout. Quand on va dans les sous-sols de Gabriel, quand on voit les étages, quand on voit la scène qui est un ascenseur énorme, on s'aperçoit quand on descend à moins 15 mètres, moins 20 mètres au niveau de la scène, je parle du fleuve, hein, eh bien on découvre qu'il y avait déjà des petites armoires métalliques pour les danseuses, les mêmes qu'il y a au Lido. Et ça n'a pas pu se faire. Et quand on a pris possession de ce lieu, on a donc sous-loué à Potel et Chabot, qui ont accepté de laisser une partie du studio pour faire de la télévision. Et c'est devenu un studio de télévision à part entière, avec la bénédiction des différentes mandatures de la ville de Paris. On s'est aperçu qu'il y avait de quoi faire un studio magnifique, avec cet ascenseur qui montait, qui descendait. Et c'est vrai que Champs-Élysées, c'est Studio Gabriel, et c'est l'avenue Gabriel, et c'est devenu un studio tellement mythique que lorsqu'on a fait une quotidienne plus tard, qui s'appelait Studio Gabriel, ben c'était le nom de l'avenue Gabriel. Mais c'est vrai que c'est un studio qui est un studio particulier, où on peut faire avec des focales différentes et des caméras différentes, on peut faire à la fois un grand show, c'est les Champs-Élysées, on peut faire un talk show, d'autres émissions sont succédées ici, il y a même eu, je crois, des chiffres et des lettres, il y a eu plein de talk shows qui ont eu lieu ici, d'autres, 40 ans après, il y a beaucoup de chaînes de télévision qui travaillent là. C'est un studio magique. D'abord, il est situé à 50 mètres de la plus belle avenue du monde, que j'aime rappeler quand le public est là. Et c'est un studio que le monde entier connaît, parce que toutes les stars internationales adorent ce studio. Pourquoi? Parce que les stars internationales, quand elles viennent ici, elles sont rue du Faubourg Saint-Honoré, où il y a le Bristol, il y a un palace. Sinon, les femmes des stars, ou les stars elles-mêmes vont faire leurs courses à avenue Montaigne. Et puis à avenue Georges V, il y a tous les palaces autour de Champs-Élysées. Donc c'est un studio qui est aux Champs-Élysées. C'est-à-dire, Studio Gabriel est totalement lié à Champs-Élysées, et c'est un studio qui a marqué ma vie. J'y suis maintenant depuis donc 40 ans. On était là en 82, 83, après donc une saison à l'Espace Cardin.
Et c'est un lieu magique, c'est un lieu mythique où les 2 émissions et où 2 carrières se sont suivies parallèlement. Celle de Philippe Bouvard, une partie, quand il a fait le théâtre de Bouvard, c'était là. Puis moi, le week-end, on partageait le même bureau avec Philippe, et moi, je faisais Champs-Élysées. Ensuite, j'ai fait Suite de Gabriel, et depuis 23 ans, je suis resté fidèle à cet endroit puisque je fais du dimanche. Merci Michel pour ces premiers souvenirs que vous nous avez racontés. Alors on se retrouve dans quelques jours pour égrener de nouvelles anecdotes en votre compagnie. Rappelons que la première émission consacrée à Champs-Élysées sera diffusée mercredi 21 décembre à 21h10 sur France 3.